Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Labimo et le dernier de l'année 2021 organisé ici au siège de la Dépêche du Midi. Alors le Labimo qu'on va consacrer aujourd'hui à la digitalisation des études notariales. Alors pourquoi la digitalisation des études notariales nous intéresse au Labimo? Parce que forcément quand on passe un acte notarié, on passe par la case notaire pour acheter un bien, que ce soit en VFA ou un bien déjà existant. Donc la digitalisation a pris un coup d'accélérateur dans l'année 2020 à cause du Covid. Un décret d'exception a permis aux études notariales d'organiser des signatures à distance, des signatures électroniques pour favoriser, débloquer les ventes qui étaient un petit peu bloquées à cause de la crise sanitaire. Alors, comment on signe un acte notarié à distance de manière électronique? Comment sont conservés les documents? Quels sont les gains pour les études notariales, mais aussi pour les clients de ces études? Comment sont conservés ces documents? Dans quelles conditions? Combien de temps? À toutes ces questions, nous allons y répondre avec Maître Hubert Letinier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gilles Bousquet. Alors, vous êtes notaire à Toulouse et vous êtes notamment en charge de la digitalisation. En tout cas, c'est un sujet que vous traitez à la Chambre des notaires de manière constante. Vous nous raconterez un petit peu le dernier congrès des notaires de France où vous êtes intervenu. Et Maître Thibault Leparoux, vous êtes notaire à Castelsarrasin. Bonjour. Vous avez aussi une étude, enfin en tout cas un bureau à Toulouse. Et vous êtes trésorier du Cercle des jeunes notaires. Tout à fait. Vous nous expliquerez également ce que ce cercle fait, comment il se structure et quelles sont ses missions. Alors, Maître Letinier, vous avez été rapporteur, je le disais en ouverture, au dernier congrès annuel des notaires qui s'est tenu en septembre 2021. Et le thème de ce congrès, c'était l'homme, le numérique et le droit. Bon, le numérique, c'est le sujet du jour qui nous intéresse. C'est une étude qui a donné lieu à un rapport de 600 pages. Est-ce qu'on peut essayer de dater la digitalisation dans les études notariales? Quand est-ce que les clients ont pu commencer à signer électroniquement ou quand est-ce que la numérisation a frappé à la porte de vos études? Alors, la numérisation vis-à-vis des clients, la numérisation publique, on va dire, a commencé officiellement en 2008 avec la signature du premier acte authentique électronique. C'était une signature d'acte avec Rachida Dati, qui à l'époque était garde des Sceaux. Et le déploiement au sein des études, le déploiement effectif, date de 2011. 2000. Donc, cette date-là, c'est le début de la signature par des clients d'actes authentiques sous la forme électronique au sein des études. La digitalisation des offices, en revanche, est un petit peu plus ancienne, puisque dès le début des années 80, les notaires vont commencer à avoir une comptabilité électronique, ce qui a une très grande implication dans la profession. Vous savez qu'on est la seule profession à détenir en direct des fonds clients. Nous avons une obligation comptable d'arrêté de compte chaque jour, arrêté de compte qui est définitivement bloqué chaque jour. Et donc, il a fallu mettre en œuvre, dès les années 80, des processus de sécurité pour ces obligations comptables. Donc ça, c'était le premier pas, on va dire, hein, la numérisation, cette comptabilité double hein, d'ailleurs. Oui, exactement. Et c'était l'occasion de passer dans une comptabilité à partie double, alors que précédemment, c'était plutôt des comptabilités de caisse. Oui. Très bien. Alors aujourd'hui, concrètement, ça veut dire quoi la digitalisation d'un acte notarié? Ça veut dire que le client signe sur une tablette, n'a plus de documents papier? Alors le client, lui, exactement, va signer sur une tablette numérique un acte qui est projeté à l'écran. Donc là aussi, c'est une évolution. Avant l'acte authentique électronique, le client écoutait le notaire lire l'acte, poser des questions, bien entendu. Désormais, l'acte est, et le décret le prévoit, projeté sur un écran et le client lit en direct l'acte avec le notaire qui lui donne lecture et répond à ses questions toujours. Une fois la lecture faite, les annexes vues, le client va signer avec une seule signature l'ensemble de l'acte et des annexes. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que professionnel du droit? Est-ce que vous trouvez que c'est un service supplémentaire qui est rendu aux clients? Oui, le service supplémentaire est rendu, c'est évident, pour des raisons de fluidité déjà, puisque instantanément, dès l'acte signé, le client va pouvoir récupérer une copie numérique, certifiée et sécurisée, bien sûr, de ce qu'il a signé, également des attestations numériques. Ça lui est envoyé par mail? Quelle forme ça prend très concrètement pour ceux qui ne sont pas encore passés Bien sûr. par la case notaire? Alors très concrètement, le notaire peut choisir d'envoyer le document signé, la copie du document signé par email, mais également, et c'est ce qui est de plus en plus recommandé et vu de plus en plus fréquemment, ouvrir un espace partagé en ligne, un espèce de cloud. Donc chaque étude peut ouvrir un cloud à ses clients
qui va être à la fois un espace de dépôt dans lequel le notaire va remettre les documents signés ou documents de travail à son client. Ce cloud peut être ouvert dès l'ouverture du dossier d'ailleurs pour les échanges, et le client peut également déposer de manière sécurisée des éléments, et je pense notamment à son RIB. Du coup, j'imagine que c'est une forme de travail collaboratif numérique qui fait quand même gagner du temps dans l'élaboration des actes. Quand un notaire demande un acte d'état civil ou un RIB, par exemple, c'est uploadable immédiatement. Exactement, on va pouvoir l'envoyer immédiatement, le récupérer immédiatement, et lorsque les clients en ont l'envie, ils peuvent même remplir eux-mêmes une partie, certains éléments qui leur sont personnels, leurs éléments d'état civil ou autres, ils peuvent remplir eux-mêmes leurs fiches. Il y a ensuite un contrôle qui est fait en étude, mais ça peut être plus rapide de contrôler que de saisir. Alors concrètement, est-ce qu'aujourd'hui on peut réaliser tous les actes? Est-ce que tous les actes sont éligibles, on va dire, à la numérisation, à la digitalisation? Non, tous les actes non. Alors, avant d'aller dans le négatif, le positif, c'est qu'aujourd'hui, 90% des actes authentiques signés en France sont signés de manière électronique. Ça, c'est le chiffre 2021 qui ne valait qu'en s'accroissant. Néanmoins, il y a quelques actes que l'on ne peut pas signer de manière électronique, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons juridiques. Alors, les raisons techniques sont assez simples. Pour signer électroniquement, il faut être connecté. Et moi, en tant que notaire, il m'arrive de faire des inventaires. Par exemple, je vais faire un inventaire à l'ouverture d'un coffre dans une banque. Les salles des coffres dans les banques ne sont pas forcément connectées, vont être souvent isolées parce qu'elles sont au sous-sol, beaucoup de métal autour. Je n'aurai pas de connexion. Je vais donc faire un acte papier. D'accord. Même chose en zone blanche. Ah oui, pour les zones rurales où on a du mal à se connecter. Exactement, faire un inventaire dans une grange au milieu de la montagne, écoute, des fois ce sera compliqué. Donc ça va être un papier qui va être numérisé par la suite ou Non, l'acte va rester. Alors l'acte authentique va rester papier, l'original restera papier. En revanche, nous en ferons une numérisation pour la sauvegarde et pour le client par commodité. Mais l'original restera papier. Très bien. Donc 90% des actes peuvent être digitalisés ou sont digitalisés. C'est 20 millions d'actes centralisés, vous me disiez quand on préparait cette rencontre. Hein. Exactement, depuis 2008. Donc on est à 20 millions d'actes aujourd'hui, avec un très fort accroissement sur les dernières années, bien sûr, au fur et à mesure que les études se sont équipées et que les notaires ont pris l'habitude d'utiliser ce système. Donc 20 millions, ce chiffre de 20 millions d'actes a été atteint en novembre 2021. Alors on sait que les notaires historiquement conservent les actes de longues années, vous allez nous rappeler combien de temps. Est-ce que là aussi vous avez une obligation de conservation de manière numérique ou comment vous les conservez d'ailleurs ces actes? Alors justement, on a une obligation réglementaire de conservation. Le notaire doit conserver les actes selon la nature de l'acte ou la qualité des parties entre 75 et 100 ans. Ce qui veut dire qu'au maximum un acte notarié doit être conservé 100 ans par le notaire. Et les textes n'ont pas été modifiés quand on est passé à l'acte électronique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le notariat a l'obligation légale, c'est une obligation de résultat, de conserver pendant 100 ans tous les actes électroniques signés et d'assurer leur lisibilité dans le temps. Oui, c'est-à-dire que dans 100 ans, alors c'est très difficile à garantir puisqu'on ne sait pas dans 100 ans quelle technique nous permettra de lire un document créé en 2021 par exemple. Voilà, c'est ça. Le problème est exactement celui-là. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment est-ce que l'on travaillera avec du numérique dans 100 ans. A priori, on travaillera toujours avec du numérique en revanche, mais ce que l'on nous demande de faire et ce que le notariat a mis en place, c'est un système de contrôle des techniques. Tous les actes authentiques électroniques sont signés sur le même format, c'est un format PDF-A certifié ISO 9001 bien entendu, et ce format, chaque fois que de nouvelles innovations technologiques rentrent en application, est lui-même adapté dans les nouvelles innovations. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on fait des tests, on voit que la lisibilité est à 100%. Nous n'avons que 10 ans de recul, mais pour l'instant, ça ne pose aucun problème. Et c'est l'intégralité de l'acte qui est bien stocké, hein. C'est pas un extract. Exactement. C'est une très grosse différence avec d'autres systèmes techniques que l'on connaît, comme par exemple des blockchains qui vont immobiliser uniquement une empreinte de l'acte et qui permettra en présentant un document, de vérifier que c'est bien l'original qui est détenu, ou en tout cas qu'il est conforme à l'original. Non, le notariat conserve la totalité de l'acte pendant 100 ans. Si demain, vous faites le choix de signer un bail commercial chez un notaire, votre locataire et vous-même allez peut-être avoir une relation contractuelle sur 50, 60 ans, 70 ans, et bien dans 70 ans, vous avez l'assurance de pouvoir récupérer votre contrat de bail, même si vous l'avez égaré chez vous.
Très bien. Alors aujourd'hui, vous disiez 90% des actes sont passés électroniquement. Est-ce que toutes les études sont équipées pour pouvoir, j'imagine qu'il faut un minimum d'équipements électroniques, informatiques, des tablettes, des systèmes de visioconférence, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que toutes les études sont aujourd'hui équipées ou pas encore? Alors, la quasi-totalité des études sont équipées. Aujourd'hui, très clairement, les quelques études qui ne sont pas équipées, c'est ou bien des études qui viennent d'ouvrir et qui n'ont pas eu le temps de prendre l'équipement, de l'installer, de suivre la formation, mais c'est une question de mois, ou bien ce sont des études, et c'est le choix du notaire qui, par principe, mais il y en a très peu, par principe, vont préférer rester sur un acte papier. Acte papier. Alors Thibault Leparoux, vous êtes donc, je le disais en introduction, notaire à Castel-Sarrazin. Vous avez un bureau également à Toulouse et vous êtes membre du Cercle des jeunes notaires dont vous êtes le trésorier. Alors peut-être avant de parler de la digitalisation des études, pouvez-vous nous présenter ce Cercle des jeunes notaires? Oui, le Cercle des jeunes notaires, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui est composée de 10 notaires, environ 11 notaires, donc une grosse dizaine de notaires, jeunes notaires. Alors on est jeune notaire parce qu'on est nouveau dans la profession ou on est jeune par l'âge? Les deux, c'est vrai que nous, l'association est composée essentiellement de jeunes notaires nouvellement nommés, mais il y a également une limite d'âge qu'on a fixée, qui est à 45 ans. Et donc, il y a pour but de faire le lien entre les générations justement du notariat et d'essayer de promouvoir la profession auprès des plus jeunes et notamment en faisant des interventions au sein des universités ou éventuellement même des lycées pour promouvoir la profession et les différents métiers du notariat. Pas que la profession de notaire, mais les différents métiers du notariat, donc que ce soit comptable, que ce soit formaliste, que ce soit rédacteur. On parlera tout à l'heure d'ailleurs des difficultés qu'a votre profession, comme toutes les autres d'ailleurs, à recruter. Alors, Cercle des jeunes notaires qui a été créé sous l'impulsion de la présidente de Chaumont, Oui. Maître de Chaumont, qui est la présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Toulouse. Du coup, on rappelle d'ailleurs le ressort de la Chambre des notaires interdépartementale, c'est Haute-Garonne, Ariège, Tarn-et-Garonne et Tarn. Très bien. Alors justement, on pourrait se demander, est-ce que cette nouvelle génération de notaires que vous représentez un peu aujourd'hui est plus tournée naturellement vers le digital ou pas? C'est consubstantiel un petit peu à votre génération? Alors, comme on l'évoquait effectivement lors de notre entretien, moi je pense que c'est générationnel aussi, c'est-à-dire qu'effectivement les jeunes notaires ont eu l'habitude de grandir, d'évoluer avec du digital. Et je pense que c'est naturel d'avoir une digitalisation de la profession et de traiter en tout cas la profession et le notariat d'une façon totalement dématérialisée et digitalisée. Je pense que c'est générationnel, effectivement. Ça a peut-être été plus compliqué, peut-être pour une certaine génération, cette transition, mais pour la nouvelle génération, je pense que c'est effectivement assez instinctif et intuitif. Et alors, vous nous expliquiez que le cercle est là justement pour faire le lien entre la génération précédente de notaires et la vôtre. Est-ce que vous avez des ateliers, des rencontres qui sont prévues? Est-ce que vous ouvrez des manifestations du cercle à d'autres notaires plus anciennement installés? Alors, on a fait justement récemment une réunion. Alors, ça ne concerne pas la digitalisation, c'était sur d'autres sujets et d'autres thématiques qui ne concernaient pas effectivement la digitalisation. Mais le rôle effectivement du Cercle des jeunes notaires étant de faire le lien, on a eu une réunion récemment avec certains notaires en activité, d'autres notaires qui sont des notaires honoraires, pour essayer d'évoquer justement les problématiques éventuelles qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le notariat, que peut-être il n'y avait pas avant ou que peut-être il y avait aussi avant et dont on avait moins écho, pour essayer de trouver des solutions ensemble et pour réfléchir notamment, là on a réfléchi sur une charte du notariat, donc pas sur les sujets de la digitalisation, mais sur d'autres sujets, oui, évidemment, Ouais. le but est de créer un lien entre les générations. Alors, quand on est nouvellement nommé, on s'installe, on pose sa plaque. Est-ce que du coup, les investissements en numérisation, en digitalisation, en équipement, peut-être qu'il n'y avait pas il y a 20 ou 30 ans, sont des dépenses à prendre en compte quand on est un jeune notaire? Alors oui, bien évidemment, ça a un coût qui n'est pas négligeable pour notamment, on pense aux créateurs, ça a un coût non négligeable, effectivement. Après, ça a aussi énormément d'avantages et je pense que ce sont ces avantages-là qu'il faut mettre en avant plutôt que le coût réel. Il y a également un coût indirect, mais qui est une économie qui est réalisée du fait de la digitalisation, à mon avis, et de la dématérialisation de ces actes.
et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément en premier lieu et souvent. Mais par exemple, l'économie de place et d'espace dans les études, puisque aujourd'hui, un jeune notaire qui se lance ou un créateur n'a pas forcément ce souci de devoir, par exemple, dédier des espaces dans son étude au stockage des fichiers, archivage, minutier, etc. Quand on connaît aujourd'hui le prix à la location ou à l'achat de bureaux, notamment dans les grandes métropoles au mètre carré, c'est un coût qui est non négligeable et je pense que c'est une économie qui est non négligeable. Parce donc que ça a Maître aussi Létinier beaucoup le d'avantages. rappelait, effectivement, vous avez l'obligation de conserver tous les actes pendant 100 ans. Alors, est-ce que vous les conservez à l'étude ou vous déportez ces stocks parce que vous devez honnêtement solliciter ce stockage assez peu fréquemment, non? Non, ils sont conservés 100 ans. Ils sont conservés 100 ans. Alors la sollicitation, elle est quand même relativement fréquente parce que nous avons dans nos clients un véritable suivi familial et très fréquemment des clients vont venir et pour nous dire justement, vous vous souvenez, on ne se souvient pas nous-mêmes, mais l'étude se souvient. L'étude a de la mémoire. Hein. En 75, mes parents avaient donné le terrain à mon frère, etc. Donc oui, non, régulièrement, nous allons chercher les actes. Et puis ensuite, sans parler de remonter 100 ans en arrière, remonter 20 à 30 ans en arrière, c'est déjà très fréquent, puisque une famille qui aura acheté sa résidence principale dans les années 70-80, c'est malheureusement aujourd'hui un couple qui va peut-être perdre l'un de ses membres. La succession va s'ouvrir et il va falloir tout simplement récupérer le titre de propriété. Oui. Donc sur 20, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, c'est excessivement fréquent d'aller chercher ces archives-là. 100 ans un peu moins, mais on en a quand même besoin. Et de toute manière, c'est une obligation, donc nous les conservons. Et je suis entièrement d'accord avec Thibaut. Aujourd'hui, un créateur qui s'installe, il va pouvoir penser son espace et dédier son espace à la relation clientèle, à la réception, à l'emplacement de ses collaborateurs, à l'espace de travail des collaborateurs, et n'aura pas le souci du stockage des actes et des archives, ou en tout cas beaucoup moins que nous. Thibaut Leparoux, du coup, vous êtes installé en quelle année? Vous avez été nommé Récemment, il y a un an. Il y a J'ai un été an. nommé Alors, il y a un an. Justement, comment vous avez aussi pensé votre espace, l'étude notariale que vous avez ouverte de manière différente qu'on aurait pu le faire il y a 20 ans? Alors, j'ai pas eu à forcément le penser moi parce que je me suis installé en m'associant. D'accord. Donc avec un associé qui avait déjà pensé à tout ça pour moi. Donc non, moi j'ai pu effectivement bénéficier quand même d'une structure déjà en place et d'une organisation déjà bien en place. Donc j'ai pas eu cette problématique-là. Donc je suis jeune notaire, mais effectivement j'ai pas eu les contraintes peut-être d'un notaire créateur qui a toutes ces problématiques en amont à envisager. Alors vous exercez à Castelsarrasin, en Tarn-et-Garonne. Est-ce que vous voyez une différence sur le niveau de digitalisation des études, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, on va dire à la métropole de Toulouse par exemple, ou pas? Non. Alors, comme le disait Hubert tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, une grande majorité des études, quand même, est équipée. Donc, non. Moi, dans le Tarn-et-Garonne, la quasi-totalité, je pense, des études, en tout cas, j'ai pas eu, moi, de dossier, alors de ma récente expérience, mais j'ai pas eu de dossier avec des études qui n'étaient pas équipées. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir peut-être un sujet sur certaines communes, mais comme le disait Hubert, effectivement, ça se rapprocherait plus d'une volonté de ne pas y passer plutôt que de moyens techniques qui ne seraient pas accessibles. Donc non, moi, aujourd'hui, dans le Tarn-et-Garonne, comme dans une quasi-totalité des régions, on est équipé et bien équipé. Et ce bon taux d'équipement, c'est ce qui explique le fait que les études notariales, pendant la crise Covid, ont pu basculer très rapidement sur des relations à distance avec leurs clients? Oui, je pense qu'on était déjà prêt. La crise, le Covid et toute cette crise sanitaire, alors je pense n'a pas révolutionné la pratique notariale, la numérisation, la digitalisation. Je pense que la profession était déjà prête, était déjà bien équipée. Comme l'a dit Hubert, ça fait déjà maintenant plus de 10 ans que les actes électroniques sont mis en place, qu'on signe de façon totalement dématérialisée. Il y a effectivement des espaces clients qui sont ouverts avec des data rooms. On signe des actes avec une signature électronique qui a une véritable identité juridique aujourd'hui reconnue. Tout est crypté, codé. Donc je pense que le notariat était déjà suffisamment équipé, développé et à jour de cette évolution. En revanche, je pense qu'effectivement la crise
à favoriser l'accélération de cette dématérialisation par les moyens qui ont été mis en place, comme l'a dit Hubert tout à l'heure, et je pense que ça a quand même favorisé l'accélération de cette dématérialisation. Alors, Hubert Le Thinier, je pense que Thibault fait référence notamment à la procuration authentique à distance. Est-ce qu'on peut expliquer en quoi ça consiste et comment ça fonctionne? Bien sûr. Alors l'idée est la suivante. Il y a 3 ans environ, donc avant le Covid, a été déployé un système permettant aux notaires de signer des actes authentiques électroniques à distance, mais avec tous les clients dans une étude ou dans plusieurs études. Je m'explique, j'ai une vente, les vendeurs sont chez le notaire des vendeurs, les acquéreurs chez le notaire des acquéreurs, une visioconférence sécurisée est installée entre les 2 études, et le notaire de l'acquéreur va lire l'acte, le présente à tout le monde, des modifications éventuelles vont être apportées à la requête des uns ou des autres, et une fois l'acte terminé, il est scellé et signé par toutes les parties, chacune dans l'étude où elle est, et chaque notaire signe. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place avant le Covid, et l'intérêt de la mise en place de ce système, c'est qu'il a permis à la profession d'avoir appréhendé la visioconférence avant la crise sanitaire, et aux études d'être équipées, en tout cas pour celles qui le souhaitaient, avant la crise sanitaire. C'était déjà rodé en fait. Le mécanisme de base était rodé. Lorsque, en mars 2020, il est demandé aux études et à tous les professionnels d'ailleurs de ne plus recevoir de clients, de demander au personnel de travailler à distance, de télétravailler, etc., la question se pose, comment allons-nous faire pour régulariser les actes, puisque nous ne pouvons plus recevoir nos clients, en tout cas si on souhaite respecter toutes les règles sanitaires. Très rapidement, début avril, de mémoire le 3 avril, mais peut-être le 4, je ne sais pas, début avril 2020, un décret d'exception est donné. Donc ce décret d'exception a été discuté entre le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le Conseil supérieur du notariat, et il a été autorisé aux notaires de faire signer leurs clients tout type d'acte authentique électronique à distance, le client étant chez lui ou qu'il soit dans le monde, ce n'était plus un problème, face à une caméra, le notaire donnait lecture de cet acte au client, et le client, avec un système hautement sécurisé d'une signature qualifiée, contresignait un consentement à l'exécution de cet acte, et le notaire, en suivant, signait l'acte. Donc on a pu, en moins de 3 semaines, mettre en place un système permettant à tout client du monde, où qu'il soit dans le monde, de signer un acte notarié. Et du coup, ce système a été réutilisé aux différents confinements Non, il a été mis en place vraiment pendant le premier confinement, qui est le seul vrai confinement strict que l'on ait connu. Ce décret d'exception a pris fin le 11 août 2020, mais il a donné un petit. Il a donné un petit, c'est la procuration par comparution à distance. Et depuis novembre 2020, nous pouvons réutiliser le système technique antérieur pour permettre à tout client, une fois de plus, où qu'il se trouve dans le monde, de signer un acte authentique de procuration à distance, depuis chez lui, depuis le lieu où il se trouve. Donc c'est quand même un gain de temps et de facilité pour le client qui est incomparable. C'est un gain extraordinaire. Aujourd'hui, lorsque nous avons surtout des opérations familiales à faire, des donations, même des donations transgénérationnelles, nous avons quasiment toujours un petit-fils, un arrière-petit-fils qui vit aux États-Unis, qui vit en Angleterre, qui vit en Afrique, qui vit quelque part. Autrefois, il fallait que cette personne, pour participer à l'acte familial, à la vie familiale, se rende en ambassade, au consulat, prenne l'avion, vienne en France. Aujourd'hui, c'est terminé. Nous allons pouvoir donner une lecture complète de l'acte à toute la famille et également donc, à ce petit-fils qui est à l'étranger. Une fois l'acte vu et que tout le monde s'est mis d'accord, nous lui envoyons la procuration, nous faisons signer la procuration électronique authentique et ensuite nous régularisons l'acte avec la famille. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez que les études passaient de nombreux actes de manière digitalisée, 90%. Dans votre étude, c'est combien ? On va voir entre vous deux. Vous êtes on va être autour de 95. 95%. Ouais, et pour vous, Thibault ? Pareil, très bien. Alors, dans cette digitalisation, on voit qu'il touche tous les actes, quasiment tous les actes des études notariales. Quelle place garder, conserver pour le présentiel ? Est-ce que vous recevez toujours des clients, peut-être Thibault ? Est-ce que les clients sont demandeurs ? Est-ce qu'il y en a qui disent ouais, c'est bien joli l'électronique, mais moi je veux être chez mon notaire ? Comment ça se passe ? Alors là encore, je pense qu'il y a
plusieurs choses. Je pense qu'il y a une question générationnelle également, puisque il y a certains clients qui veulent du présentiel, qui souhaitent se déplacer, qui souhaitent avoir un contact vraiment en présentiel et physique avec le notaire. D'autres, je pense par exemple peut-être aux primo-accédants qui ont 25 ans, 30 ans, qui eux ont grandi, ont évolué avec cette digitalisation, qui eux vont trouver ça finalement assez révolutionnaire et bien d'avoir la possibilité de passer de façon tout dématérialisée. Même pour un premier achat où on a peut-être besoin d'être rassuré par son notaire il faut que la relation client de toute façon reste. Alors cette digitalisation, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que l'intérêt du client doit toujours primer. C'est-à-dire que toute cette digitalisation, toute cette mise en place de nouvelles technologies doit avant tout servir au client. C'est-à-dire que ça ne doit pas être uniquement un confort pour nous ou pour des rendez-vous ou pour X ou Y raison. Ça doit être l'intérêt du client qui doit toujours primer. Donc bien entendu qu'on s'adaptera de toute façon aux souhaits du client. On adaptera en fonction du type de dossier. S'il y a besoin d'avoir un contact préalable, d'avoir un rendez-vous en présentiel préalable, et on s'adaptera à ce que désire le client. Effectivement, sur des primo-accédants, là, je peux leur donner envie de faire tout en distanciel ou de façon dématérialisée. Effectivement, il y a aussi un certain nombre de questions qu'ils se posent et auxquelles il faut pouvoir répondre. Et peut-être qu'un rendez-vous en présentiel, mais on a la possibilité aussi d'assurer des rendez-vous en visioconférence aujourd'hui. Et même pendant la lecture de l'acte en visioconférence, on peut poser des questions et avoir des réponses. Ah, tout à fait, exactement. La lecture de l'acte se fait de toute façon aussi en visioconférence avec le client en face qui a la possibilité d'avoir l'acte sur son écran et de suivre comme s'il était en présentiel. Donc pour ça ne change absolument pas la façon de travailler. Très bien. Et du coup, est-ce que des clients peut-être un peu plus âgés, eux, sont un peu plus réticents à la... Oui, parce que déjà, certains ne sont pas forcément équipés pour faire des visioconférences. Il y a toute une génération effectivement qui n'a pas forcément d'ordinateur. C'est de plus en plus rare, ou même d'accès à Internet, mais il y en a encore. Donc eux préfèrent se déplacer. C'est vrai qu'on a beaucoup de rendez-vous encore de renseignements aussi d'une certaine génération ou même de gens d'une jeune génération, mais qui souhaitent se déplacer et qui souhaitent être en présentiel pour évoquer certains points pour lesquels ils sont plus à l'aise de l'évoquer dans le bureau, en présentiel, plutôt que peut-être par téléphone ou par visioconférence. Du coup, quand le rendez-vous pour une signature d'acte se prépare, vous proposez spontanément au client de le faire soit en présentiel, soit en digital. C'est comme ça que ça se passe ça dépend vraiment du dossier, de l'organisation du dossier. Alors, ça dépend aussi s'il y a un confrère dans le dossier. Donc, on va voir aussi en fonction de tout ça. C'est-à-dire que si le confrère reçoit, on propose au client soit de venir dans notre étude, soit d'aller chez le confrère directement. C'est vrai que ça, c'est aussi un côté peut-être qui a été un petit peu négatif pendant ce confinement, c'est qu'on a gardé des habitudes de ne plus forcément se déplacer aujourd'hui chez les confrères, et ce qui est un très bon point pour certains dossiers, mais moi c'est les retours que j'en ai aussi, notamment au cercle des jeunes notaires. C'est vrai qu'aujourd'hui il ne faut pas encore une fois que ça soit uniquement un confort pour nous, il faut que l'intérêt du client prime. Donc si le client souhaite et préfère se déplacer, que ce soit chez le confrère ou chez nous, il faut pouvoir s'adapter à ce que souhaite le client. Alors Hubert Letinier, est-ce qu'on gagne du temps? On a parlé des bénéfices pour le client. Est-ce que le client gagne du temps dans l'élaboration de l'acte? Est-ce que la digitalisation, ça a un gain de temps? Alors, un vrai gain de temps, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le rendez-vous en tant que tel ne va peut-être pas durer moins longtemps, mais va être moins axé autour de la signature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acte de vente, acte et annexe compris, c'est 200 pages. Lorsque vous avez 2 vendeurs, 2 acquéreurs, et que chacun doit paraffer 200 pages, vous perdez 20 minutes sur 1 heure. Les créneaux de signature, en général, on va considérer que c'est 1 heure. Vous passiez un tiers du temps à signer, à paraffer. Donc aujourd'hui, la signature, si on est honnête, on va dire quoi? C'est une signature numérique pour chaque client, une signature manuscrite numérique pour le notaire, une période de cryptage qui dure 2-3 minutes et une signature électronique qualifiée par le notaire. Donc on va dire que ça prend 5 minutes. Il me reste donc 15 minutes de plus pour discuter avec les clients, favoriser les échanges. Et je reviens sur ce que disait Thibault Leparoux à l'instant. L'intérêt du client est primordial dans tout ça. Et un des derniers écueils que l'on peut trouver aujourd'hui aux signatures à distance, ce n'est pas l'échange entre le client et le notaire, parce qu'on a l'habitude et on sait faire. En revanche, ce sont les échanges entre les clients entre eux.
Et c'est vrai qu'il est difficile, il est plus difficile pour les clients, même si le système de visioconférence installé est de qualité, il est plus difficile pour les clients d'oser se parler de l'un à l'autre, s'interpeller d'une étude à l'autre par le biais du système numérique, parce qu'ils ont l'impression de couper la parole au notaire qui, dans la visio, tient un petit peu la main. Alors que dans une signature classique, lorsqu'ils sont les uns à côté des autres, ils ont plus de facilité pour échanger. Ah oui, donc il y a un peu un frein psychologique à cause de la technique, on va dire. Je pense, c'est ce que l'on ressent. Alors, dans le temps, ça va s'estomper, puisque ce que l'on connaît aujourd'hui en visioconférence dans le notariat, toutes les professions le connaissent. Les clients ont l'habitude, par leur activité professionnelle, de faire des zooms, exactement, des de travailler en visio. Donc petit à petit, on peut espérer que cela va retomber. Mais aujourd'hui, la dernière limite que je vois, c'est ça, c'est l'échange entre les clients. Et sur une vente immobilière qui est fondamentale, parce que ce n'est pas moi qui vais expliquer à l'acquéreur comment fonctionne la piscine ou quel est le code de l'alarme. Ah oui. Alors, sur une relation à distance, comment le notaire peut être sûr que la personne qu'il a en visio est la bonne personne? Comment on garantit l'identité de la personne qui va vous donner une procuration, par exemple? Alors, effectivement, sur la comparution à distance, c'est une véritable problématique. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de mettre 48 heures à être en place lors du confinement, il a fallu 3 semaines. Ah. C'est-à-dire que 3 semaines, c'est très court, mais néanmoins, il a fallu un peu de temps. Pourquoi? Parce que la question s'est posée, comment allons-nous être sûrs que la personne que l'on a de l'autre côté de la caméra est bien elle-même, qu'il n'y a pas un filtre, ou peut-être comment allons-nous savoir que la personne lit bien l'acte qu'on lui envoie et pas autre chose. Enfin, il y a beaucoup qu'elle n'est pas sous contrainte. Qu'elle n'est pas sous contrainte. On peut tous imaginer un pistolet derrière le mur, je ne sais quoi. Bon. Alors, le côté de la contrainte, si vous voulez, c'est une question qu'on peut se poser encore. On l'écarte un petit peu. Pourquoi? Parce que on ne se fait pas d'illusions. Celui qui veut contraindre un autre, il pouvait déjà le faire avant, lorsque le client vient signer à l'étude. Ouais. C'est-à-dire que la contrainte, elle n'est pas forcément à l'instant T, à l'instant où l'on signe, mais elle peut être psychologique, elle peut être plus physique, et elle peut être au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans l'appartement ou la maison. Donc, à la limite, ce n'est pas le plus grave, parce que ce n'est pas propre au numérique. En revanche, ce qui est propre au numérique, c'est l'usurpation d'identité. Ouais. C'est un enjeu de société aujourd'hui. C'est un fléau d'ailleurs, sur Internet. C'est un fléau, et on en a traité à plusieurs niveaux. Donc, la question était la suivante: comment être sûr que le signataire soit le bon? Eh bien, le ministère de l'Intérieur et le Conseil supérieur du notariat ont décidé tout simplement d'appliquer le plus haut niveau de sécurité de signature électronique et d'identité de la personne. C'est ce qu'on appelle une signature qualifiée avec une identité numérique de niveau élevé. Donc, comment ça se passe? Avant la signature, le client doit se connecter à une plateforme labellisée par l'Union européenne, où des agents dont c'est le métier identifient la personne. C'est une plateforme d'État? Non, c'est une plateforme... alors, c'est une entreprise privée agréée par l'Union européenne. Elle est unique en Europe. D'accord. Elle IDINO. Bon. Elle est unique en Europe à pouvoir préparer cette identification pour une signature qualifiée. Donc, le client se connecte. Un opérateur à distance va poser des questions, lui faire des mouvements aléatoires, regarder son titre d'identité dans tous les sens, et donc on peut arriver à une certification de la personne. Voilà comment ça se passe. Ou alors, c'est un client que l'on a rencontré récemment, qui nous a remis en main propre son numéro de téléphone et son adresse email, et à ce moment-là, on peut considérer qu'il est le seul à maîtriser ces outils-là. C'est en tout cas comme ça que le prévoit le règlement européen EIDAS. Donc il y a une vérification assez lourde en fait, pour lever le doute et garantir l'identité. Exactement, une vérification assez lourde qui va être dans le temps allégée un petit peu par deux biais. Le premier, c'est que le notariat travaille actuellement avec l'ANSSI, donc l'agence du ministère de l'Intérieur, pour présenter une solution propre au notariat sur laquelle le notaire on la maîtrise pour identifier le client. Donc il y aura les mêmes gages de sécurité, mais sans l'intervention. On ne passera plus par cette fameuse société européenne. Voilà, on passera par des plateformes techniques, mais il n'y aura plus d'échange entre le client et un opérateur tiers, ce qui pouvait créer une confusion dans l'esprit du client. On dit mais pourquoi ce n'est pas mon notaire qui m'identifie? Oui. Voilà, donc ça va être supprimé. On attend ça va rentrer en vigueur quand? Vous avez une idée? Juillet, on espère le mois de juillet. Juillet 2022. Voilà, on espère juillet 2022. Et au-delà de ça, vous savez que depuis le mois d'août, le ministère de l'Intérieur délivre aux citoyens français des cartes d'identité numériques sur lesquelles il y a une puce électronique. Et cette puce peut techniquement recevoir des certificats d'identité de niveau élevé. Alors aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'a pas mis cette technique en application, mais la carte d'identité peut le recevoir. Et justement, une des propositions du Congrès des notaires de septembre, était de demander au ministère de l'Intérieur d'incrémenter ces certificats de numérique d'identité élevée dans les cartes d'identité, ce qui permettra à ce moment-là au client de rentrer sa carte d'identité dans un lecteur
taper un code PIN et de s'identifier comme ça. D'accord, donc ça, à terme, c'est une évolution, on va dire, du process d'identification qui pourrait arriver. Exactement, c'est à mon avis le niveau le plus sécurisé que l'on puisse imaginer. Et il y a certains États comme la Lettonie ou l'Espagne qui le pratiquent déjà. Et on peut espérer que ça arrive d'ici quelques années chez nous. Mais c'est très lourd et très coûteux. Très bien. Alors, on va parler de la conservation, de la sécurité qui entoure les actes. Quand je signe un acte dans une de vos études ou chez n'importe quel notaire de la Cour d'appel de Toulouse, où est-ce qu'il est stocké? Alors, puisqu'on parlait du gain de place pour les jeunes notaires notamment, il est stocké où? Chez le notaire, ailleurs, dans le cloud? Non, il est stocké sur un serveur de la profession. Alors, ce serveur de la profession, le serveur principal de la profession est situé à Marseille. C'est dans un hub de serveur, un très gros centre branché directement sur un backbone. Localement, ce serveur est à une duplication immédiate et donc tout ce qui arrive dessus est stocké et dupliqué. Il y a également une duplication par redondance sur un serveur en région parisienne et également un serveur extérieur qui est déconnecté de tout réseau, qui est mis à jour une fois par semaine. Alors, qui est déconnecté des tout réseaux, justement pour éviter, par exemple, les cyberattaques et être... Exactement, pour éviter une cyberattaque, une intrusion destructive ou autre. La cybersécurité, c'est un sujet qui concerne la profession, notamment à l'ère de la digitalisation. Est-ce que les études doivent se protéger? Est-ce que c'est la Chambre qui porte ce sujet? Alors, c'est un sujet qui est hautement d'actualité. Jusqu'à présent, ce qui nous intéressait, c'était de sécuriser nos systèmes informatiques. Et donc, nous avons tous des antivirus, des boîtes mail sécurisées. Vous savez que nous avons l'obligation d'avoir nos adresses email gérées par la profession en notaire.fr, qui sont hautement sécurisées. Donc, tout ça, c'était assez vu. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est justement l'usurpation d'identité, mais indirecte. Pas l'usurpation d'identité de quelqu'un qui se présenterait à la place d'un autre sur un acte, non. Celle où un email est reçu, mais a été émis par quelqu'un d'autre que le détenteur de la boîte mail. Ah oui. Et notamment, c'est un drame que nous pouvons vivre aujourd'hui avec des RIB qui sont envoyés, qui sont détournés. Et donc, il était demandé au notaire d'être excessivement vigilant sur l'arrivée des RIB, de vérifier avec le client qu'il s'agit bien du bon RIB qui est arrivé. Et nous incitons réellement les confrères à récupérer des RIB uniquement remis en main propre ou déposés sur les espaces partagés sécurisés, puisque le niveau de sécurité est quand même bien plus élevé qu'un email par exemple. Très bien. Alors, on rappelle que vous avez une obligation de conservation de 100 ans, donc ça veut dire que tous ces documents numérisés sur ces serveurs, dans 100 ans, on les trouvera sur d'autres serveurs encore. Les actes authentiques uniquement. Les actes authentiques. Attention, hein, parce que dans le dossier, nous avons énormément d'éléments de constitution du dossier. Oui. Ces éléments sont des documents d'archives classiques qui vont être conservés entre 3, 5 et 10 ans selon leur catégorie. Je pense notamment aux pièces d'identité. La CNIL est très vigilante et heureusement sur ce point-là. Et les cartes d'identité, nous ne les conservons pas plus de 3 ans. Pas plus de 3 ans. Voilà. Alors, est-ce que Thibault, la digitalisation, la cybersécurité, c'est aussi une partie d'investissement pour un notaire qui s'installe? Est-ce qu'il faut s'assurer d'être correctement protégé pour garantir, rassurer déjà son client et sur la pérennité de ses actes notamment? Alors sur toute la partie technique, effectivement, je m'en réfère à Hubert plutôt, sur toute il est très calé la pour un homme cyberattaque du et la droit. cybersécurité, effectivement. Après, nous, en interne, effectivement, il y a, comme le disait Hubert, des logiciels de protection antivirus, avec des messageries sécurisées aussi, etc. Donc on a le niveau maximum de ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, en termes de sécurisation de nos matériels et logiciels informatiques. Et après, effectivement, tout ce qui est cybersécurité est là géré, je crois, par nos instances directement. Et il me semble qu'on a des résultats plutôt satisfaisants jusqu'à ce jour, puisqu'on n'a pas à déplorer, je crois, de cyberattaques qui, en tout cas, auraient vraiment porté atteinte et préjudice à des études. Mais après, au niveau, par contre, sécurisation des actes, effectivement, je pense que toute cette dématérialisation apporte une sécurité complémentaire pour la conservation de ces actes, mais également pour la conservation des pièces du dossier, comme le disait Hubert, parce que, en prenant un exemple tout simple, avant, quand il n'y avait pas tous ces actes dématérialisés, toute cette conservation dématérialisée et cette numérisation des pièces,
Mais quand un notaire conservait tout dans ses salles des archives ou dans ses salles où il rangeait les minutiers, s'il y avait par exemple un incendie, potentiellement il pouvait tout perdre. Oui. Donc aujourd'hui, on a effectivement une sécurisation des données, des pièces et des actes qui, à mon avis, est renforcée par rapport à avant et à la période où on n'avait pas cette numérisation. Le fait que les notaires soient officiers ministériels et représentent l'État, c'est aussi pour ça que vous êtes si à cheval sur les procédures, sur la redondance de sécurité. C'est parce que vous êtes investi par l'État d'une mission particulière. Je ne sais pas qui, peut-être les deux. Un sentiment sur ça. Alors, je ne pense pas que ce soit ça qui augmente le niveau de sécurisation et d'être à cheval sur les procédures et sur la sécurité. Je pense qu'effectivement, on a un rôle vis-à-vis de cette mission qui nous est confiée et qu'après, c'est à chacun aussi de prendre ses responsabilités et de savoir où mettre le curseur. Hubert ? Il y a une appréhension de chacun et chacun doit faire ce qu'il y a de mieux. En revanche, tout notre système technique de bout en bout est agréé par l'État, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Donc on ne peut pas aujourd'hui modifier une ligne de code dans tout ce qui est régalien, dans tout ce qui touche au notariat, sans que des experts du ministère représentant l'État aient validé les choses. Donc il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a une volonté personnelle, une volonté de bien faire, mais également, je le disais tout à l'heure, une obligation de résultat. Lorsque vous allez voir un notaire, lorsque le notaire exécute une mission, il n'a pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Ça doit fonctionner, point. C'est comme ça. Et en cas de problème technique au cours de la lecture d'un acte, d'une visioconférence, le réseau qui se perd, comment ça se passe? Est-ce qu'on interrompt, on reporte, on reprend là où on s'était arrêté, on refixe un rendez-vous? On rentre dans les 5% d'actes qui ne sont pas signés électroniquement et on ressort un acte papier. D'accord. Et on fait à l'ancienne, entre guillemets. On fait à l'ancienne. Donc le papier, c'est un peu le dernier recours? Oui, alors le problème justement de ce dernier recours, c'est qu'il ne fonctionne pas en visioconférence. Donc effectivement, il y a vraiment deux situations. Nous avons une signature en présentiel, toutes les parties sont là, les notaires sont là, et un problème technique, et là, il va y avoir un arbitrage. Est-ce qu'on appelle une hotline, est-ce que c'est rapide, pas rapide? On va faire ce qu'on peut, mais éventuellement, on va ressortir un acte papier, et ça fera partie des 4-5% d'actes papier annuels. Ou alors, nous sommes en visioconférence, là, il n'y a pas le choix. Donc, on attend ou on reporte. Le problème, c'est que lorsque les clients ont le camion de déménagement en bas de l'étude et doivent emménager sur eux-mêmes, c'est difficile de reporter. Donc on attend. Mais c'est vraiment, les incidents techniques sont excessivement rares. C'est certainement dû peut-être justement à tout l'agrément en amont qui est donné à tous nos systèmes. C'est-à-dire nos connexions Internet sont labellisées et agréées. Notre visioconférence est labellisée et agréée en termes de qualité et de sécurité. Les systèmes de signature également. Et donc l'ensemble de ces agréments et de labellisation fait qu'en théorie, le risque technique est peut-être un peu plus faible qu'ailleurs. Néanmoins, il existe. Est-ce qu'il y a des standards à respecter en termes d'équipement? Est-ce qu'il faut garantir une bonne audition, je dirais, des bons haut-parleurs pour bien entendre le notaire qui est à distance, un grand écran, ou est-ce qu'on fait ça sur l'ordinateur du notaire? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de cahier des charges qui donne au centimètre près la taille de l'écran, effectivement. En revanche, plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a l'obligation de lecture de l'acte par le client. Donc ça veut dire qu'il faut que le notaire ait mis en place un système permettant au client de pouvoir lire l'acte, donc un écran suffisamment grand, ou alors ce peut être des petits écrans mais individuels. Nous avons un confrère à Toulouse qui a une très belle salle de signature avec un grand bureau, une grande table de réunion, et il y a un écran devant chaque poste. Donc ce sont des petits écrans, mais chacun peut lire. Donc vous voyez, ça ne pose pas de problème. En ce qui concerne la visio, il y a deux choses. Il y a la technologie employée pour l'échange de données qui elle, doit être labellisée et agréée. Il faut qu'elle soit relativement fiable. Enfin, il y a un opérateur, mais il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit sécurisée, qu'on ne puisse pas enregistrer, qu'elle soit cryptée, etc. En revanche, il n'y a pas d'obligation d'avoir un haut-parleur ou un micro de telle ou telle qualité ou une caméra de telle définition. Néanmoins, il ne faut pas oublier que cette signature, c'est une réunion qui fait que toutes les parties doivent se voir. Et donc, il est de la responsabilité de chaque notaire de faire en sorte que la visioconférence ne soit qu'une prolongation virtuelle du bureau réel.
et de mettre en œuvre tous les moyens en sa possession pour que la qualité soit la meilleure possible. Alors, on voit que de nouveaux métiers vont venir soutenir, supporter votre métier de base qui est le droit quand même. Ça peut être des métiers techniques, de responsable réseau. Est-ce qu'on voit dans les études, hein, il y a des gros serveurs qui demandent des compétences informatiques. Est-ce que la profession, vous avez besoin de nouvelles compétences justement pour accompagner cette digitalisation? Je ne sais pas, Thibaut? Alors oui, alors lié à la profession directement, enfin, qui serait intégré par exemple aux effectifs d'une étude. Ça semble compliqué. Ça semble compliqué, bien qu'il y en ait, hein, qui se soit effectivement attaché les services d'un informaticien, et ça peut être utile. Alors ça va dépendre aussi de la taille de la structure, je pense, de chacun. Nous personnellement, on a effectivement des informaticiens, mais qui viennent des prestataires externes. Voilà, des prestataires externes qui viennent à la demande quand il y a des interventions précises à faire ou quand il y a un problème, mais qui ne sont pas là à demeure. Donc effectivement, ça va devenir avec le digital est de plus en plus courant et de plus en plus fréquent. De là, les intégrer dans les équipes, bon, je pense que ça dépendra des structures de chacun et des besoins de chacun. Hubert Le Tinier, est-ce que ces nouvelles compétences sont déjà intégrées dans les cabinets ou justement il faut aller chercher des prestataires externes pour vous accompagner? Non, de manière exceptionnelle pour des très grosses structures. Bien entendu, il y a déjà, mais je parle de structures avec 80, 100, 200 salariés. Il y a quelques-unes en France, c'est relativement marginal. Il peut y avoir effectivement déjà des techniciens ou même des prestataires qui affectent en permanence quelqu'un sur place parce qu'il y a statistiquement un problème permanent. Si vous avez 200 postes informatiques, effectivement, voilà. En revanche, il y a un autre problème qui est la formation de l'ensemble des collaborateurs aux outils digitaux. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes notaire et que vous demandez un état hypothécaire, c'est-à-dire vous demandez à l'administration de vous donner les informations de publications foncières sur un bien immobilier, eh bien, le notaire reçoit électroniquement et instantanément une partie des réponses et doit s'assurer que tout ce qui est archivé, tout ce qui est ancien est bien complet et sinon le notaire a un accès pour aller chercher les petites informations. Donc bien entendu, c'est un exemple, mais il faut avoir formé son personnel à cet outil-là. Vous demandez demain un état civil, vous passez par un outil digital, ainsi de suite. Donc il faut que dans la formation des collaborateurs et dans la formation des notaires soit intégrée l'appropriation des outils digitaux. Ça, c'est fondamental. C'est à chaque étude d'organiser, on va dire, son plan de formation pour ses collaborateurs ou c'est pris en main par la Chambre? Comment ça s'organise dans votre profession? Alors, c'est principalement à chaque étude d'organiser cela. Très, très souvent, l'achat d'un nouveau logiciel métier, d'une évolution du logiciel métier est l'occasion de faire des formations pour tout le monde. Au-delà de ça, la chambre des notaires, lorsqu'il s'agit d'évolutions importantes, va pouvoir organiser également des formations. Je parlais à l'instant de l'accès des notaires aux fichiers immobiliers, donc qui permet depuis le mois dernier à tout notaire de Haute-Garonne d'accéder aux informations du fichier immobilier. Une formation va être dispensée par la Chambre en janvier pour tous les collaborateurs qui souhaitent recevoir cette formation. Donc c'est les deux. Très bien. Alors on a parlé tout à l'heure des gains de productivité que la digitalisation pouvait apporter dans les études, hein, une mise en état, on va dire, de vos dossiers peut-être et de la préparation des actes peut-être plus rapide parce que digital. Je sais que votre profession, comme toutes les autres professions, a du mal à recruter certains profils. Aujourd'hui, est-ce que la digitalisation peut essayer de pallier justement ce manque d'effectifs que vous peinez à recruter? Est-ce que ça peut être une aide, le digital ou pas? Alors, Thibaut, une petite réponse. Alors, une aide, je ne sais pas. Je pense qu'il faut essayer plutôt, et c'est nous ce qu'on fait notamment au Cercle des jeunes notaires, de toucher les jeunes générations pour essayer de leur donner envie d'entrer dans ces métiers du notariat. Le digital, de toute façon, aujourd'hui, on le voit dans toutes les professions. Comme le disait Hubert tout à l'heure, je pense que toutes les professions aujourd'hui, quand même, évoluent vers des pratiques qui sont de plus en plus dématérialisées et où le digital est de plus en plus présent. Donc, je pense qu'il faut avant tout essayer de donner envie à ces générations, de par notre expérience, en faisant des rencontres, en essayant
de promouvoir le notariat et les métiers du notariat plutôt que de vendre du digital pour les attirer dans notre profession et où ils seraient peut-être attirés pour les mauvaises raisons. Très bien. Hubert Letinier. Parce que la profession manque de bras. Hein, vous... Oui, exactement. Aujourd'hui, nous considérons que sur la France entière, il manque 5000 personnes, 5000 employés dans le notariat. Pas que des notaires. Non, à tout poste. Que ce soit des comptables, vous savez que la comptabilité notariale, on l'a dit tout à l'heure, est très spécifique. Donc des comptables, des formalistes qui ont un métier très précis, des rédacteurs, des clercs rédacteurs, des secrétaires, tous formés au notariat. Donc environ 5000 personnes en France aujourd'hui que le notariat pourrait recruter dès demain matin si elles étaient formées. Donc c'est sur déjà, combien d'études en France il doit y avoir à peu près, il doit y avoir 13-14 000 notaires en France. Donc peut-être un peu moins de 10 000 études, donc quasiment une étude sur deux aujourd'hui dans laquelle il manque une personne. Ouais. Donc ça, c'est un premier problème. Et c'est vrai que le digital, aujourd'hui, l'évolution du digital, c'est de la distance, c'est du distanciel, c'est de la visioconférence, etc. Et ça ne crée pas de la productivité sans humain. En revanche, c'est vrai que la digitalisation des années 90-2000, avec des outils de rédaction informatisés, etc., a peut-être permis de réduire le nombre d'effectifs dont le notaire avait besoin. Par contre, le digital peut permettre de recruter aujourd'hui différemment, puisque l'on peut envisager le télétravail. Ah oui, ce qui n'était pas envisageable auparavant. Qui était difficilement. Beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est plus compliqué techniquement et psychologiquement. Beaucoup de notaires, il y a 3 ans, vous auraient dit non, moi, télétravail, ce n'est pas possible. Je veux que mon collaborateur soit à l'étude pour pouvoir échanger avec lui, voir ce qu'il fait en temps réel, etc. Et on a pu s'apercevoir que dans certaines hypothèses, le télétravail fonctionnait excessivement bien. Et donc aujourd'hui, lorsque vous allez recruter, vous pouvez tout à fait recruter pour certains postes quelqu'un en télétravail à minima 2-3 jours par semaine. Ça peut être un argument pour les jeunes générations, notamment Thibaut, d'avoir cette possibilité d'une journée ou deux par semaine. Exactement. Alors on va essayer peut-être pour clôturer de se projeter dans l'après. Est-ce que l'intelligence artificielle, demain, pourra aussi seconder les études, que sais-je, dans la rédaction automatique d'actes? Est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont menées? Est-ce que vous en avez parlé au congrès de septembre dernier? Oui, on a parlé un petit peu d'intelligence artificielle. D'ailleurs, nous avons travaillé dans les préparations des travaux préparatoires du congrès. Nous avons travaillé avec M. Julia, vous savez, le fondateur de Siri, un Toulousain. Oui, tout à fait. Nous avons travaillé avec lui. Qui travaille chez Renault. Exactement, et je crois même que je me demande s'il n'a pas eu un nouveau poste il n'y a pas longtemps. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire avec qui nous avons eu le plaisir d'échanger. Donc, nous l'avons rencontré à 2 reprises pendant les travaux préparatoires et nous l'avons invité au congrès de Nice. Il a fait une présentation magnifique d'1 heure pour parler d'intelligence artificielle. Alors pour lui, l'intelligence artificielle n'existe pas. Il a créé Siri, en même temps il vous dit ça. Pourquoi? C'est très intéressant, je ne veux surtout pas parler à sa place, mais c'est très intéressant parce qu'il considère que l'intelligence artificielle va permettre, sur un point précis, d'améliorer l'humain, d'aller au-delà de ce que l'humain peut faire en termes de rapidité d'analyse, etc. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'humain parce que le moteur d'intelligence artificielle ne peut pas appréhender l'ensemble des solutions. En gros, je schématise vraiment ce qu'il dit, c'est extraordinaire ce qu'il raconte. Et ce que l'on peut voir, nous, dans le notariat, effectivement, on peut le ressentir. Aujourd'hui, on a quelques technologies qui arrivent, que l'on essaie. Et par exemple, une technologie qui permet de lire et d'analyser un compromis de vente rédigé par une agence immobilière. Donc, je suis notaire, un dossier m'est envoyé par email par une agence immobilière. L'agence a fait le choix tout à fait légitime de faire signer le compromis de vente par les parties directement à l'agence. Et pour gagner du temps, je vais mettre ce compromis PDF dans ma petite machine électronique qui va lire ce compromis. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire de l'extraction de données. Très bien, faire de l'extraction de données, ça c'est une chose. Et on peut imaginer que dans le temps, l'extraction de données sera de plus en plus précise et de plus en plus meilleure. Et peut-être qu'un jour, l'extraction de données en tant que telle sera plus précise que celle que fait l'humain. Il y a peut-être moins de chances que l'ordinateur recopie mal un numéro de téléphone qu'un humain. Le problème derrière tout ça, c'est que à ce moment-là, en aucun cas, l'intelligence artificielle n'a pu s'occuper du consentement. Elle n'a pas eu les clients au téléphone, elle ne peut pas savoir si vraiment ils ont bien compris qu'ils avaient signé ça. L'intelligence artificielle ne va pas forcément, en lisant le document, en l'analysant, voir qu'il y a peut-être un écueil quelque part. Par mémoire, je sais qu'à Toulouse, Grande Rue Saint-Michel, il y a un arrêté d'alignement, etc., un peu ancien. L'intelligence artificielle ne va pas forcément savoir ça. Donc c'est un complément. Je pense que c'est un travail complémentaire. On va pouvoir gagner du temps sur de l'analyse ou de la production pure, mais toujours sous le contrôle des sachants et du notaire.
Très bien. Donc le cerveau des notaires sera encore le cœur de l'étude pour les années à venir. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés sur la digitalisation. Je pense qu'on a appris pas mal de choses aujourd'hui sur la manière dont la profession se digitalise au service des clients. On l'a bien retenu, Thibaut. Merci beaucoup. Donc, un compte rendu sera publié dans la Dépêche du Midi la semaine prochaine sur nos sites internet également, avec le lien, avec le replay pour pouvoir revoir ou voir si vous n'avez pas pu nous suivre en direct ce matin. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Merci.